Question transversale. Question transversale. Décryptage, analyse, fait d'actualité. Point de vue croisé. Suivez le magazine Question transversale avec Steve Mouilly qui fait les ponts avec ses invités. Heureux de vous retrouver. On parlerait peut-être d'une révolution dans le secteur des finances avec l'apparition, depuis quelques années maintenant, d'un système de business numérique appelé crypto-monnaie. Il s'agit d'une monnaie numérique caractérisée par une absence de support physique dans une procédure qui s'effectue en B2B. Elle permet de réaliser des transactions financières, des achats, des virements ou du stockage de valeurs comme la monnaie traditionnelle. Cependant, tout est 100% numérique. Ce système devient de plus en plus prisé par une certaine classe congolaise, bien que faible, pourtant n'ayant aucun cours légal en République démocratique du Congo, comme d'ailleurs ne cesse de le rappeler la Banque centrale du Congo. Alors, quel danger, quel risque, quel avantage, comment ce système fonctionne? Des questions et des réponses tout de suite avec un expert en crypto-monnaie. Question transversale. Gabi Kaboué, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Vous êtes avocat, expert en droit de monnaie électronique, crypto-monnaie, blockchain, ainsi qu'une expertise en services financiers, bancaires, mobiles dans la transformation digitale. Alors avec vous, nous allons aborder cette question, il faudrait le dire, révolutionnaire dans le secteur des finances qui se vit depuis maintenant une décennie à travers le monde, avec donc la crypto-monnaie, je le disais tantôt, un système monétaire qui intéresse de plus en plus des Congolais. D'entrée des jeux, monsieur Gabi, dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par crypto-monnaie? Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques et qui se développent en dehors d'un contrôle des États. C'est une monnaie qui n'a pas un cours légal. C'est une monnaie qui se fait sur des plateformes, la blockchain ou chaîne de blocs. Les crypto-monnaies se font sur des procédures P2P en anglais, c'est-à-dire pair à pair, c'est-à-dire ça peut se passer d'une entreprise avec un individu ou bien des entreprises entre entreprises. Donc c'est ça la définition, par manque d'une définition légale, parce que les crypto-monnaies ne sont pas réglementées, mais il y a des pays qui ont déjà réglementé la question des crypto-monnaies. Mais voilà un peu une définition de manière succincte sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, messieurs les journalistes, visent une élimination agonisante des billets, des banques et pièces. C'est ça le but ultime des crypto-monnaies. Évidemment. Alors, le monde en évolution, la crypto-monnaie fait partie donc des atouts révolutionnaires de ce siècle. On parlerait d'une opportunité ou pas? Les crypto-monnaies sont une opportunité. Ils peuvent aussi être considérés comme une contrainte, mais aussi un risque. Très bien, on va y revenir tout à l'heure d'ailleurs. Tout d'abord, ce système s'élargit à d'autres secteurs de la vie publique avec des enjeux politiques, sociaux, économiques, monétaires, technologiques et autres. Est-ce qu'on pourrait dire que l'enjeu est de taille, monsieur Gabi? C'est un sujet, un enjeu qui pose beaucoup de problèmes et surtout suscite vraiment des enjeux technologiques, politiques, monétaires, financiers et surtout juridiques. En 2017-2018, selon les recherches que nous avons menées, le rapport du ministère de l'économie de France a recensé près de 1600 crypto-monnaies pour une capitalisation du marché estimée à 276 milliards de dollars. Et le même rapport révèle qu'en 2019 ou 2020, ces chiffres devraient tripler. Et là, vous comprenez l'enjeu des crypto-monnaies. On comprend donc que la procédure exclut le contact physique. Est-ce qu'il s'agit ici d'une monnaie électronique ou pas? Il y a une différence entre la monnaie électronique et les crypto-monnaies. La monnaie électronique est réglementée. C'est une créance, une valeur de créance qui est sur un support. C'est une forme de monnaie. Ça un cours légal. Mais les crypto-monnaies sont des monnaies décentralisées. Ce sont des monnaies qui s'effectuent en dehors d'un contrôle étatique, en dehors de politique générale des banques centrales. Donc, il existe une très grande différence entre les crypto-monnaies ainsi que les monnaies électroniques.
Alors moi je retiens quelque chose sur lequel vous insistez, revenez d'ailleurs régulièrement, c'est la crypto-monnaie n'a pas de cours légal, on va y revenir tout à l'heure, mais d'abord, quelle différence y a-t-il entre la procédure d'application dans l'usage de la crypto-monnaie et le système bancaire? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une très grande différence. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, l'une des caractéristiques principales des crypto-monnaies, c'est la décentralisation. Monsieur le journaliste, tel que tu es là, tu peux créer une crypto-monnaie. Je donne l'exemple de cet artiste américain, Akon, qui a lancé sa crypto-monnaie au Sénégal il y a 4 ans passés. Toi, tu peux créer une crypto-monnaie. Donc, il n'y a pas une interdiction. Tu peux créer librement un algorithme. Tu peux en créer sans aucun problème, sans passer nécessairement par les banques centrales ou bien être assujetti aux politiques générales de la banque centrale ou du gouvernement. Donc, vous êtes libre, ça s'est fait d'une manière décentralisée. Alors, pour répondre vraiment à votre question, dans les systèmes traditionnels, notre système classique, lorsque vous voulez vous procurer un bien sûr ou un produit sur Amazon, vous voulez acheter, la procédure classique avec nos banques centrales, ça vous oblige de passer par la banque. Et la banque doit vérifier si réellement vous avez une provision financière pour accorder les paiements. Alors vous trouverez qu'il y a une intermédiation. Et c'est le contraire avec les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies visent une désintermédiation. On ne doit pas nécessairement passer par le banque pour valider une transaction. Mais avec les crypto-monnaies, c'est cette liberté. C'est ce mouvement d'une société qui veut accéder à une liberté en ce qui concerne la gestion financière. Et comme je te disais, nous avons beaucoup de crypto-monnaies aujourd'hui. Par exemple, les bitcoins, qui est la crypto-monnaie la plus répandue, la plus recherchée. Et aujourd'hui, j'ai regardé les prix d'une crypto-monnaie bitcoin qui s'élève à 10 000 $ américains pour s'en en procurer. Alors, lorsque vous êtes sur des plateformes d'échange de crypto-monnaies, toutes les transactions, vous pouvez facilement les voir à travers votre clé privée ou votre clé publique. Mais ce qui est difficile avec notre système traditionnel est passer par la banque. Donc, les crypto-monnaies, c'est vraiment cette liberté-là accordée aux investisseurs, aux développeurs, à certaines banques, de faire des activités financières sans nécessairement passer par les banques centrales ou les banques traditionnelles. Très bien, évidemment, donc. Alors, la crypto-monnaie est d'usage en République démocratique du Congo avec certains qui s'y sont lancés depuis déjà des années ou des mois, facilités notamment par une des plateformes qui existent à Kinshasa. Eh bien oui, des plateformes, il en a à Kinshasa. Il s'agit ici, par exemple, de la plateforme Ndonge. Alors, elle offre des services de crypto-monnaie. Des clients, elle en a, et des chiffres également, elle en fait. Christian Kamounet est manager et cofondateur de cette plateforme. Nous l'avons rencontré. Il nous dit un peu plus sur ce qu'ils offrent comme service. Je vous propose de l'écouter. Nous allons revenir. Nous sommes des intermédiaires. Nous jouons l'intermédiation entre les entrepreneurs qui sont dans le e-commerce et les clients qui sont à la recherche de produits. Qu'est-ce que nous faisons? Nous proposons aux entrepreneurs qui sont dans le e-commerce des clients pour que ces derniers puissent acheter des produits auprès d'eux, mais en utilisant la crypto-monnaie, les bitcoins comme moyen de paiement. Donc, nous construisons un service d'utilité, un service de consommation pour la crypto-monnaie bitcoin. C'est ce que nous faisons en tant que service de crypto-monnaie. Les utilisateurs manifestent leur intérêt pour nos services via notre plateforme. Donc, les utilisateurs introduisent une demande via notre plateforme et aussi, pour se procurer de nos services, ils doivent payer et le paiement s'est fait exactement avec la crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Nous avons déjà plus de 1300 utilisateurs et pour ce mois de juillet ici, nous avons fait pratiquement 250 utilisateurs uniquement pour ce mois de juillet. Et en une semaine, nous avons une visite de minimum 350 utilisateurs par semaine. Et le nombre de transactions quotidiennes que nous effectuons, c'est une dizaine de transactions par jour. Donc chaque jour, il y a minimum une dizaine de transactions. Alors, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus alors de risques que des avantages, à vous entendre. Merci beaucoup. C'est une question très pertinente.
En d'autres termes, je peux même la reformuler. Est-ce qu'il y a-t-il des inconvénients pour faire des investissements en crypto-monnaie? Monsieur le journaliste, permettez-moi de vous dire que dans la politique des investissements en crypto-monnaie, il y a un principe qui s'applique. C'est lequel? Investissez que si tu es prêt à perdre. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies, les investissements, ce n'est pas donné à madame tout le monde ou à monsieur tout le monde. Vous pouvez aujourd'hui perdre beaucoup d'argent en investissant dans la crypto-monnaie, tout comme tu peux aussi en faire beaucoup d'argent. Donc, il y a des risques très très importants dans l'investissement des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui n'est pas encore régulée. Comme je vous disais pour les bitcoins, il y a ce qu'on appelle la volatilité ou bien des fluctuations que connaissent les crypto-monnaies. Comme je te le disais d'emblée, aujourd'hui ça peut coûter 10 000, mais avant qu'il soit la fin du mois, vous pouvez perdre ou bien le revendre à moins de 10 000 $, peut-être c'est 5 000 $. Donc les risques sont très importants, mais il y a aussi des opportunités. Vous pouvez faire de l'argent et les crypto-monnaies, les gens investissent, mais tout en connaissant aussi des risques qui peuvent advenir. Justement, est-ce que ce n'est pas toutes ces raisons qui justifient le récent communiqué de la Banque centrale du Congo, qui rappelait d'ailleurs à l'ordre un tout petit peu, d'une manière générale, tout le peuple congolais, disant que la crypto-monnaie n'était pas légale en République démocratique du Congo, donc surtout par rapport au contexte financier économique que nous connaissons? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai eu l'occasion, en tant que chercheur dans ce domaine, de lire les différents communiqués de presse et avis au public de la Banque centrale du Congo, c'est-à-dire les communiqués de presse de 2018, de 2019 et de 2020. Mais il faut d'abord comprendre une chose. Et les investissements en crypto-monnaie ne sont pas interdits. Ça, selon mon avis juridique, ne sont pas, les investissements en crypto-monnaie ne sont pas interdits. Et la Banque centrale du Congo, dans son communiqué, il met tout simplement en garde toute personne qui veut se lancer dans les activités de crypto-monnaie et décline même toutes les responsabilités en cas de problèmes, de litiges ou de risques que ces personnes-là peuvent encourir. Donc, il n'y a pas une interdiction, mais la banque met tout simplement en garde le public. Mais les gens peuvent faire les investissements en crypto-monnaie parce qu'il n'y a pas une loi qui l'interdit. Les gens peuvent faire. Mais en cas de risque, aujourd'hui, s'il faut creuser, si vous perdez votre jeton, ce qu'on appelle les tokens en anglais, comment est-ce que vous pouvez réclamer, comment est-ce que vous pouvez initier une action en justice pour un vol? Parce que ce n'est pas, le statut juridique des tokens n'est pas déterminé par loi. C'est un bien matériel. Est-ce que c'est une propriété? Il y a des problèmes très très complexes qui ne sont pas encore réglementés. Il y a les problèmes de la blockchain, la reconnaissance même de la blockchain. Or, en France, il y a déjà une reconnaissance de la blockchain. Et aujourd'hui, les gens qui sont en train de valider les transactions qu'on appelle les mineurs, qui sont en train de valider les transactions des crypto-monnaies tous les jours, ces gens-là, vous pouvez initier une action en justice en cas, par exemple, d'un litige. Mais ce qui n'est pas le cas dans notre pays. C'est là donc, moi, je comprends que la philosophie de la Banque centrale, l'idée de la Banque centrale du Congo, c'est de protéger les investisseurs contre les risques. Et aujourd'hui, il y a des problèmes il y a des problèmes au niveau même de la protection des consommateurs. S'il y a des risques, par exemple, vous êtes arnaqué, comment est-ce que vous pouvez poursuivre quelqu'un qui vous a arnaqué le fonds? Parce que ce sont des choses qui se passent toujours sur les réseaux informatiques, les cryptos, les activités comme ça. Et des fois, lorsque vous participez dans les activités relatives aux crypto-monnaies, c'est l'anonymat qui compte. Tu n'as pas nécessairement besoin de décliner, d'étaler tout ce qui concerne l'adresse, le nom, tout ça.
vous ne pouvez pas les faire. C'est la raison pour laquelle on acquise ces genres d'activités en crypto-monnaie comme des activités qui vont beaucoup alimenter les blanchiments d'argent et le financement du tourisme. Donc, c'est pour vous dire que le communiqué de la Banque centrale du Congo, selon mon avis juridique, n'interdit pas les investissements en crypto-monnaie, mais c'est juste prévenir ou protéger toute personne qui veut s'investir dans une telle activité, de savoir quelles sont les conséquences que vous pouvez subir lorsque vous allez perdre. Et il n'y a pas de voie de recours devant les cours et tribunaux. Donc, aucun cadre juridique assez pour dire qu'en fait que la Banque centrale se dédouane de tout litige qui pourrait arriver entre une entreprise ou entre des tierces. Absolument, parce que pour le moment, il n'y a pas une protection, il n'y a pas une loi, même au niveau international. Quand je vous ai parlé qu'il y a déjà des initiatives de réglementation, il n'y a pas, parce que c'est une monnaie d'abord qui n'a pas un cours légal. Alors, ce qu'on est en train de réglementer, ce ne sont que des aspects de la crypto-monnaie, notamment ce que je vous parlais, les aspects du protocole blockchain, les aspects des ICO, des aspects relatifs au blanchiment des capitaux. Donc, c'est ça un peu les aspects. Au niveau de la réglementation, les crypto-monnaies n'obéissent pas à une réglementation, une politique de banque centrale. Donc, il n'y a pas une loi. Ce que la Banque centrale du Congo a fait, c'est juste pour prévenir les consommateurs, tous les investisseurs, tous ceux qui sont passionnés par les crypto-monnaies, de savoir, oui, vous voulez y aller, mais regardez, il n'y aura pas de voie de recours en cas, par exemple, de perte, en cas d'un risque quelconque, et tu ne sais pas devant quelle juridiction tu peux poser votre problème ou initier une action en justice. Contrairement à d'autres pays, l'utilisation, l'investissement dans la crypto-monnaie en RDC est encore faible. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, cet état des choses? C'est une question que moi je peux dire d'information. Vous savez, les crypto-monnaies, tout ce qui est blockchain, ce sont d'abord un sujet très complexe. Les gens ne sont pas encore informés, les gens ne connaissent pas les avantages et les désavantages, et les gens sont très sceptiques de s'engager dans une telle activité ou un business pareil qui présente des risques. Il y a encore d'abord un problème d'information. C'est que moi il y a d'abord un problème d'information. Les gens ne sont pas beaucoup informés sur cette question des crypto-monnaies, mais je suis convaincu que avec l'évolution de la chose, ça va toujours venir. Je peux comparer ce cas avec M-Pesa qui a été lancé au Kenya. Et vous avez vu plus tard que c'est arrivé aussi en RDC, c'est arrivé au Ghana. Je trouve que c'est progressif, ça dépend d'un pays à un autre. Il y a des pays qui peuvent y entrer rapidement et connaître des conséquences. Donc, ça dépend d'un pays à un autre, mais c'est aussi un problème d'information. Encore faible, l'utilisation en République démocratique du Congo, pourtant en Afrique du Sud, c'est courant avec des compagnies légales qui l'exercent. Alors, nous allons prendre cette petite expérience. Plusieurs Sud-Africains s'y donnent, mais aussi des étrangers vivant sur le sol de Mandela. C'est le cas, par exemple, de Dido Banea, pour qui la première expérience n'a pas du tout marché, mais il nous explique ici un tout petit peu comment cela fonctionne en Afrique du Sud. Ici en Afrique du Sud, il y a des compagnies qu'on appelle les brokerage companies. Bon, parmi les brokerage companies, il y a les stock brokers, il y a les crypto brokers et il y a les currency brokers. So, ça dépend juste de ce que tu veux faire. Par exemple, pour la crypto-monnaie ou les cryptocurrency, ce qu'il faut faire est que il faut juste trouver un crypto broker. Bon, il y en a beaucoup. Quand tu trouves ton broker, tu ouvres un compte chez eux, et quand tu ouvres un compte, bon, ils ne font, like, they don't make things very complicated, like, quand tu ouvres, c'est seulement comme quand tu ouvres un compte WhatsApp, ou bien Facebook, ou bien, la seule différence est que, quand tu ouvres un compte chez eux, tu peux aller dans leur bureau, ou bien tu peux juste faire ça sur Internet, but whichever way, ça dépend. Quand tu ouvres ton compte, tu envoies maintenant tes documents, ton passeport, comme moi, ton passeport, ton visa, et l'adresse. Tu envoies comme ça, ils vont approuver. Si c'est bon, ils vont te répondre que ton compte a été
approuvé. Après avoir ouvert ton compte, maintenant, disons, tu as déjà un compte courant, non? Un compte normal que tu utilises. Alors après, tu peux relier ou bien ton compte et les comptes de chez les brokers pour faire les transactions, pour soit faire un dépôt ou faire un retrait. Alors, est-ce que vous êtes d'avis de ceux qui pensent que ce communiqué de la Banque centrale du Congo est tout simplement une crainte de sa part, car la crypto-monnaie est un véritable danger pour la survie, on pourrait même dire de l'avenir des banques, même que l'ONU, il faudra le dire, manifeste cette inquiétude? Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit tout au début, que les crypto-monnaies visent l'élimination agonisante des billets des banques et des billets et pièces de banque. Parce qu'ils trouvent que c'est déjà une menace. Les banques trouvent vraiment que c'est une menace parce que depuis l'apparition des crypto-monnaies et surtout leur développement fulgurant, c'est vraiment un défi pour beaucoup de banques centrales. Cette question, c'est devenu une question préoccupante, même au niveau de la BCE. La Banque centrale européenne, même la Bank of America. Ce sont vraiment, les crypto-monnaies, c'est vraiment un défi pour beaucoup de banques. Certainement, ça vise à changer le paradigme, ça vise à changer les systèmes. Les banques peuvent, ça c'est mon avis, peuvent trouver certainement qu'il y a une menace. Et comment est-ce qu'il faut chercher à orienter, comment est-ce qu'il faut... Donc la Banque centrale, ce qu'elle est en train de faire, c'est son travail, parce qu'il est là pour donner la politique monétaire, tout ça, avec toutes ces missions qui lui est reconnues par le statut et par les lois. Donc la banque est en train de faire son problème et surtout assurer cette stabilité monétaire pour qu'il n'y ait pas de problèmes. Parce qu'il y a aussi de mauvais événements avec ce qui est arrivé en 1990. Il y a des pratiques que même la banque a déjà citées. Alors, la banque fait que son travail, mais ce qui est évident, il y a une menace. Ce n'est pas seulement pour la Banque centrale du Congo. La menace est aussi pour toutes les banques centrales au niveau international. J'ai parlé de la BCE. Donc, c'est vraiment une menace. Parce que beaucoup de banques aujourd'hui, les banques commerciales, sont centrées de faire en sorte que leurs clients puissent s'impliquer ou bien s'investir dans les activités de Bitcoin. Donc, moi, je trouve que c'est une menace, mais la Banque centrale, ce qu'elle est en train de faire, vraiment, c'est son travail parce qu'il va assurer la stabilité politique et la stabilité monétaire au niveau du pays. Qu'est-ce qui manquerait pour qu'un cadre juridique soit dûment établi? Est-ce que c'est un problème de volonté au regard justement des menaces auxquelles font face les banques ou c'est simplement un problème complexe? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, parce que c'est une question très délicate. Moi, je suis pour les investissements en crypto-monnaie. Ça, c'est mon point de vue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça constitue, c'est une activité, c'est un secteur comme le secteur de l'environnement, c'est comme le secteur de l'énergie. C'est devenu un business comme tout autre business. Alors, la protection ou bien la réglementation de ces secteurs par une loi idoine, moi je trouve que c'est un défi. Si aujourd'hui la France, bien qu'on ne peut pas se mettre sur une même balance que la France et d'autres pays, moi je trouve qu'il y a déjà une loi, la loi Pacte, qui régit les émissions ICO, comme je venais de le dire. Il y a le Canada qui a déjà réglementé les crypto-monnaies et c'est pour aussi attirer les investissements. C'est pour attirer les investissements. Bien qu'il y a des problèmes de volatilité, il y a des problèmes de blanchiment d'argent et financement du terrorisme, il y a des problèmes de fraude, de l'arnaque, tout ça. Moi, je trouve que il faut qu'une loi soit adoptée pour qu'on trouve une sécurité juridique pour de tels investissements. Moi, je plaide parce que le Congo doit avancer. Le Congo doit avancer. Au niveau de l'Afrique du Sud, il existe déjà des ATM, donc des distributeurs automatiques pour les bitcoins. Vous imaginez, il y a déjà des avancées pour beaucoup de pays. C'est vraiment
un avantage, c'est une opportunité pour faire les business et faire de l'argent. Ces avantages ne sont pas des utopies. Certains les expérimentent réellement ici à Kinshasa. Je vous propose ici d'écouter l'un de ceux qui se sont lancés dans ces investissements de crypto-monnaies. C'est le cas de Jonathan Batulukisi qui s'y est lancé et se dit satisfait des services. Tenez, il avoue même se faire de l'argent. Suivez-le. Je suis entré en contact avec la crypto-monnaie à travers une opportunité des multi-level marketing, MLM en sigle, qu'on appelle les Master Cash, où les bitcoins étaient utilisés comme un moyen de paiement. Puis j'ai commencé à savoir un peu plus sur ça, comment ça fonctionne, comment s'en servir. Si je suis satisfait des bitcoins, oui, je suis satisfait de la crypto-monnaie en général. Financièrement, oui, je me retrouve. Déjà, entre la date où la BCC a sorti sa lettre, aujourd'hui, les bitcoins ont encore haussé. Donc, ça a pris vraiment de la valeur. Avant cette date, les bitcoins ne valaient que $9 300, c'est-à-dire le prix d'un bitcoin. Et aujourd'hui, ça en vaut plus d'11 000 $. Alors, dites-nous, à vous entendre, quels sont alors, le pays doit avancer, c'est vrai, mais quels sont les enjeux, les avantages d'un point de vue social et économique de la crypto-monnaie? Les avantages du point de vue social, moi je trouve que les bitcoins va permettre aux gens de se sentir à l'aise de faire le business, d'investir en toute liberté, de ne pas nécessairement aller dans le système, comment je vais dire, les systèmes traditionnels, les systèmes qui nous sont imposés par les banques centrales. Et les gens peuvent se trouver avec des petites économies. Et pour être vraiment clair, aujourd'hui, les startups, lorsqu'ils peuvent se retrouver dans les activités des crypto-monnaies, c'est un avantage pour développer aujourd'hui votre crypto-monnaie et commencer à l'échanger. Ça peut permettre que les gens puissent se retrouver et puis ne pas rester toujours dans les business classiques. C'est de l'entrepreneuriat aussi. Donc, c'est très important, mais s'il y a des blocages au niveau des juridiques, c'est un problème. Et sur le plan économique, je trouve aussi que ça peut contribuer à renflouer quand même les caisses de l'État, parce qu'il y aura les problèmes de fiscalité. Ces plateformes, les investisseurs, ces banques, toutes ces personnes qui vont s'investir dans les activités des crypto-monnaies vont commencer à payer les impôts, les droits à l'État. Et ça peut renflouer les caisses de l'État. Et ça va même attirer les investisseurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas une loi sur le marché boursier, une loi boursière comme ça. Et aujourd'hui, si on initie par exemple des procédures des ICO, Initiative Coin Offering, qui constituent à lever des fonds basés sur des crypto-monnaies, ça serait un grand avantage parce que les investisseurs viendront de part et d'autre et ils vont payer des droits à l'État, ils vont investir au Congo. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, nous n'avons même pas beaucoup de ATM à travers le pays, à travers même Kinshasa. Et en Afrique du Sud, il y a déjà des ATM en crypto-monnaie, les gens qui vont s'échanger des bitcoins, les gens qui peuvent aller dans un supermarché, acheter sans nécessairement passer par des procédures classiques, comme je te disais, avec Visa Inc., qui a permis à ce que toute personne qui a une carte prépayée des bitcoins peut acheter quelque chose dans un supermarché sans nécessairement passer par des procédures classiques, des fois même complexes. Moi, je trouve que c'est une opportunité pour les pays et c'est une opportunité aussi pour tout Congolais, pour les startups, pour les investisseurs. En tout cas, toutes les parties peuvent gagner. Et donc, vous êtes militant, pour peut-être boucler ce chapitre, vous êtes militant pour que les décideurs à tous les niveaux du secteur économique monétaire puissent réfléchir pour finalement réglementer la crypto-monnaie en RDC, qui serait un avantage d'ailleurs.
Militant, c'est peut-être trop politique, mais je peux faire tout simplement des plaidoyers. Comme je t'ai dit, je suis dans les secteurs, je suis en train de mener mes recherches et je vais voir comment est-ce qu'il faut peut-être proposer des lois, proposer des choses, travailler avec au niveau du Parlement, travailler avec les députés, travailler avec les acteurs, faire des plaidoyers pour qu'on puisse y arriver. Le problème, c'est que nous ne voulons pas que le Congo puisse se réveiller lorsque beaucoup de pays ont déjà fait des avancées très pertinentes. Non, moi je trouve que il faut commencer à y travailler maintenant. Mais ne pas rester tout simplement à décrier, oh voilà, il ne faut pas le faire, regardez les conséquences. Comment est-ce que nous pouvons sécuriser, parce que tous les business aujourd'hui sont imbibés des risques. Mais ces risques-là, on peut toujours les protéger. Donc, vous avez dit. Oui, même aujourd'hui avec la monnaie électronique, bien qu'elle est réglementée, il y a des risques. Nous en avons, il y a des risques technologiques. C'est de même aussi avec les crypto-monnaies. Il y a des risques, il y a des problèmes de fraude, il y a des problèmes de skimming. Je ne sais pas si ça existe déjà. Au Kenya, ça existe par exemple, où quand vous entrez dans un ATM, il y a quelqu'un qui vient, il dépose un dispositif, ce qui peut capter toutes les coordonnées de ta carte et après tu t'es fait voler de l'argent. Donc chaque business, chaque secteur a des risques, mais moi je trouve qu'il est très important qu'il y ait une réglementation juste qui va sécuriser, qui va réglementer tous ces aspects liés aux crypto-monnaies, notamment la blockchain, notamment les problèmes de tokens, définir peut-être les statuts juridiques, ainsi de suite. Donc vous êtes d'avis que la Banque centrale ne devrait pas seulement s'arrêter à montrer, peut-être entre guillemets, les risques, mais également devrait aller dans une certaine sensibilisation. Elle devrait équilibrer selon vous? Non. Je ne partage pas ce même point de vue parce qu'on parle de la sensibilisation ou de la vulgarisation lorsqu'il y a déjà une loi qui existe. Tant qu'il n'y a pas encore une loi, qu'est-ce qu'on doit sensibiliser? Qu'est-ce qu'on doit vulgariser? Qu'est-ce qu'on doit vulgariser? Surtout avec les crypto-monnaies, il y a encore des problèmes au niveau juridique. Il est très difficile que la Banque centrale aujourd'hui puisse initier parce qu'il est en train de proscrire les activités. Il ne veut pas que les gens puissent le faire parce qu'il y a des conséquences néfastes. Alors, il est très difficile qu'on parle d'une sensibilisation ou bien d'une vulgarisation. Et je me dis aujourd'hui, les gens qui sont en train même de faire déjà des activités aux crypto-monnaies, s'ils peuvent aujourd'hui se lancer sur les marchés ou bien se tenir sur des coins, dire en tout cas, il faut faire des crypto-monnaies, nous rejoindre sur des plateformes pour échanger tout ça, et peut-être n'auront pas de problèmes. On ne peut pas peut-être les arrêter. Donc, c'est une activité qui n'a pas encore une réglementation au niveau du Congo. Je trouve très difficile que la Banque centrale puisse procéder à ces initiatives. D'accord. Alors, vous êtes auteur d'un livre qui va paraître bientôt, donc sur le droit comparé de la monnaie électronique. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous motive justement à faire paraître ce livre? Merci. C'est vrai, je suis auteur de cet ouvrage sur le droit comparé de la monnaie électronique, les services financiers bancaire et mobile dans la transformation juridique, où j'ai fait une étude comparée avec l'approche réglementaire de l'Union européenne, et des États-Unis, de l'Afrique, ainsi que de la République démocratique du Congo. J'étais très attiré à voir il existe déjà une instruction qui a été publié par la Banque centrale sur la monnaie électronique. Et j'ai trouvé que, bien sûr, la monnaie électronique est en train de prendre l'ascendance, il est en train de se développer, mais je me suis rendu compte qu'il y a encore des problèmes juridiques. Il y a encore des problèmes juridiques qui se posent, même des risques qui ne sont pas encore garantis ou protégés ou sécurisés. C'est le problème dont je t'ai parlé là, les problèmes de fraude, la fraude électronique par exemple. Lorsque tu t'es fait voler de l'argent sur votre téléphone, comment est-ce que nous pouvons qualifier ce genre de faits? Est-ce que le vol électronique, il y a des problèmes de la protection des données électroniques et personnelles.
C'est une question qui n'est pas encore réglementée au niveau du pays, aussi longtemps qu'en Afrique, il y a 23 pays sur 50 en Afrique qui ont déjà réglementé, 54 qui ont déjà réglementé cette question de la protection des données personnelles. Nous n'avons pas. C'est un sérieux problème. Aujourd'hui, lorsque, messieurs les journalistes, tu t'es fait voler toutes tes coordonnées, par exemple, on t'a envoyé un PSA, ainsi de suite, et quelqu'un vient comme ça et vous pique. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Et je trouve que la législation actuelle, par exemple, le code pénal, n'est pas vraiment adapté. Là, j'ai fait aussi des recommandations pour que ces codes soient adaptés. J'ai fait aussi des recommandations pour qu'on puisse mettre une loi spécifique sur la cybercriminalité. Et j'ai parlé aussi des problèmes de protection des données personnelles. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très très avancées dans d'autres pays où même la monnaie électronique a été déjà comme au niveau de l'Union européenne où il y a déjà des directives, tout ça, au niveau de Kenya, au niveau des États-Unis. Mais je trouve que nous ne sommes pas très avancés. Ce n'est pas seulement l'instruction numéro 24 sur la monnaie électronique qui peut sécuriser tout ça. Il faut aussi avoir une loi, par exemple sur la protection des données personnelles et la loi spécifique sur la cybercriminalité, ainsi de suite. Donc, c'est un très bon livre qui a aussi des informations et qui vise tous les praticiens des droits, mais aussi un Congolais Land peut aussi avoir des informations importantes sur la monnaie électronique et tous les aspects relatifs. Gabi Kaboué, je rappelle que vous êtes donc avocat, expert en droit de monnaie électronique, crypto-monnaie, blockchain, ainsi qu'une expertise en services financiers et bancaires mobiles dans la transformation digitale. Merci de vous être prêté à notre micro. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes. Question transversale. Et voilà, c'est donc la fin de ce numéro que vous pouvez également retrouver sur nos différentes plateformes digitales, SoundCloud et Spotify. Mais également, merci de nous laisser vos commentaires pour des avis. À très vite.